Plongeons dans le monde captivant du travail social. Expose ton travail social est un balado francophone international qui projette de vous faire comprendre le travail social. Je vous emmène à la rencontre de ceux et celles qui œuvrent pour le bien-être de la société. Bonjour et bienvenue dans le tout dernier épisode de la saison 1 du balado Expose ton travail social. Je suis Stéphanie Liattard, l'animatrice de cette émission, assistante de service social diplômée d'État français et travailleuse sociale, membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Tout au long de cette saison 1, nous avons exploré diverses facettes du travail social francophone. Avec les personnes invitées, nous avons tenté de faire comprendre le travail social et surtout l'importance de cette profession souvent sous-estimée, bien qu'essentielle. Aujourd'hui, je suis vraiment fière de vous annoncer la conclusion de notre première saison ensemble. Bien sincèrement, je ne m'attendais pas à vous faire découvrir autant de contenus si riches et précieux chaque semaine durant 5 mois. Alors, au programme, je vous propose de faire un point sur les professions en travail social au sein des pays francophones, puis de faire un tour du côté de la discipline du travail social. Pour terminer, je réponds à la fameuse question que je vous avais posée dans l'épisode 1 avant de conclure. À ce jour, j'espère que cette saison vous a permis de mieux comprendre les multiples professions dans le domaine du travail social au sein du monde francophone. Oui, car bien que je n'ai pas eu l'occasion d'explorer tous les pays, on distingue déjà quelques divergences. En effet, autant en Belgique, en Côte d'Ivoire, en France, en Suisse qu'au Togo, il existe une catégorie de professionnels considérés comme des travailleuses sociales, regroupant différents diplômes ou spécialisations telles que l'assistante sociale, l'éducatrice spécialisée ou l'éducatrice sociale, le développement communautaire, le conseil en économie sociale et familiale, etc. Quant au Québec, bien que la profession de travailleuse sociale soit unique et régie par un ordre professionnel, nous avons subtilement découvert qu'il existe aussi des métiers comme les techniciennes en travail social ou les emplois d'intervenantes sociales ou d'organisatrices communautaires. Et dernièrement, pour rigoler, je demandais si l'océan Atlantique qui sépare nos continents pouvait nous apporter des explications à ce sujet. Mais en fait, chaque pays dispose de son histoire du travail social ainsi que ses contextes sociaux, incluant la colonisation, qui ont influencé la création de diplômes ou de programmes d'études et la manière dont là où les professions sont exercées dans chacun des pays. Maintenant, le travail social, ou comme j'aime le rappeler outre-Atlantique, le service social, est une discipline à part entière, ou devrait se concrétiser comme telle pour favoriser sa visibilité et son rayonnement. Bon, c'est peut-être un rêve que j'ai pour mon pays d'origine, disons-le. Pour essayer de résumer, et vous me pardonnerez les omissions et la tentative de vulgarisation, une discipline est un domaine d'étude. En travail social, ce serait un cadre organisé qui permet de structurer et de développer les connaissances spécifiques au service social en suivant des règles, des méthodes de recherche et d'intervention et des principes propres à cette discipline. Par exemple, le travail social se concentre sur un sujet particulier qui concerne l'aide et le soutien aux individus, aux familles, aux groupes, aux communautés, en tenant compte des interactions et des interinfluences complexes entre l'environnement et cet individu ou ce groupe de personnes. L'idée, c'est de promouvoir le bien-être social, résoudre les problèmes sociaux et renforcer les personnes et les communautés pour un vrai changement social. À l'aide d'un processus d'intervention en travail social, nous disposons de 3 voire 4 grandes méthodes d'intervention. En plus, le travail social est guidé par un ensemble de valeurs fondamentales telles que le respect de la dignité humaine, la justice sociale, la défense des droits, la croyance en la capacité humaine de se développer et son droit à l'autodétermination et la solidarité. Ce n'est quelques exemples, mais c'est les principaux. Ces valeurs orientent les professionnels dans toutes ces interactions avec les personnes qu'elles accompagnent. En fait, le travail social dispose aussi de concepts et de principes fondamentaux qui guident la pensée et la pratique dans ce domaine. Au sujet des règles et des méthodes, c'est peut-être ici que le bât blesse dans certains pays francophones. Il faut que le travail social définisse ses propres règles et méthodes de recherche pour acquérir des connaissances, mener des recherches sans utiliser uniquement d'autres disciplines pour construire ses propres théories et ses objets de recherche.
Bon, j'imagine que les masters et doctorats en travail social sont de puissants vecteurs pour la disciplinarisation du travail social. Et quand est-ce qu'on commence ? Puis finalement, il ne faut pas oublier les communautés de pratique qui peuvent inclure, oui, des chercheuses, mais aussi des professionnels, des enseignantes, des étudiantes. Et j'ai découvert ce concept lors des États généraux du travail social au Québec, ne pas oublier d'aller vers une justice épistémique, c'est-à-dire inclure les connaissances des personnes qui subissent des injustices et des inégalités sociales, et qui disposent d'une expérience précieuse pour participer à l'élaboration de solutions qui répondent véritablement à leurs besoins et donc à la construction des connaissances pour la discipline du travail social. Est-ce que vous vous souvenez qu'en janvier 2024, j'ai conclu le tout premier épisode en vous demandant comment est-il encore possible aujourd'hui de pointer du doigt les individus sans comprendre qu'il faut évidemment prendre en compte leur environnement ? Je vous disais que si vous ne compreniez pas ma question ou que vous ne pouviez pas encore répondre à cette réflexion, on s'en reparlerait à la fin de la saison. C'est le moment. Est-ce que cette saison 1 vous a permis de répondre à cette réflexion ? Avant tout, faisons un point sur le terme environnement. L'environnement dans le travail social, ça réfère à l'ensemble des facteurs et des contextes dans lesquels une personne évolue et qui peuvent avoir un impact sur sa vie, sur son bien-être, ses relations sociales. Oui, une personne ne peut pas être tenue responsable de tous ces maux. Alors ici, on peut penser à son environnement physique et économique. Par exemple, ses conditions de vie, son milieu de vie. Est-ce qu'elle a un logement? Où est-ce qu'elle habite? Est-ce qu'elle a accès à de l'eau, de l'électricité? Dans quelles conditions cette personne vit et quel est son niveau de revenu? Est-ce qu'elle a accès à un emploi ou à des ressources financières? On pense aussi à son environnement social, donc ses relations avec les différents acteurs et actrices qu'elle rencontre et qui sont présentes dans sa vie. Est-ce qu'elle a de la famille, des amis, des voisins, une communauté sur qui elle peut compter et comment ces relations ont un impact positif ou non dans son quotidien? Quels rôles sociaux peut-elle jouer également? On pense aussi à son environnement interculturel, voire éthique. Quelles normes, valeurs, croyances, pratiques culturelles ou spirituelles, systèmes de croyances peuvent influencer son identité et son mode de vie? Il y a aussi l'environnement sociétal, parfois on le nomme institutionnel, peut-être plus au niveau macro, l'environnement qui tient compte des valeurs, des normes, des règles explicites ou implicites, les politiques sociales et économiques dans la société et de la communauté d'appartenance de cette personne. Est-ce qu'elle dispose d'un système de santé, un système de services sociaux ou d'éducation qui peuvent influencer sa vie, sur sa vie, son mode de vie? Et puis je prends la liberté d'ajouter l'environnement socio-écologique. La personne vit-elle dans un environnement qui dispose d'habitats naturels, sains, qui permet une régulation du climat, de l'eau, de l'air, etc. On peut aussi se demander comment fonctionne la gestion durable de ces ressources dans son milieu de vie pour garantir la qualité de vie des générations futures, par exemple. Quels défis tels que le changement climatique, la déforestation, la pollution de l'air et de l'eau, la perte de la biodiversité impactent sa santé et ses moyens de subsistance? Voilà. En tant que travailleuse sociale, nous devons tenir compte des interactions et des interinfluences complexes entre l'environnement et la personne ou le groupe de personnes que nous accompagnons. Nous devons saisir la réalité des personnes selon une perspective globale, en pensant que l'environnement dans lequel cette personne vit et évolue agit sur elle et peut favoriser son oppression, ses injustices, sa pauvreté, sa précarité, sa discrimination, sa marginalisation ou son exclusion. Quand je m'étonne qu'on ose encore pointer du doigt des personnes en disant que c'est leur faute si elles sont pauvres, si elles sont sans emploi, si elles n'ont pas fait d'études ou qu'elles sont délinquantes, si elles sont faibles ou démunies, mais c'est qu'on n'a pas la vision travail social. Oui, il faut évidemment prendre en compte l'environnement et pas seulement l'individu pour comprendre sa situation, c'est un fait. Maintenant, après avoir exploré 21 épisodes riches en contenu et en échanges, j'inclus celui-ci, il est clair que la réponse réside dans l'interconnexion entre l'individu et son environnement. Il faut avoir une vision à 360 degrés. En prenant aussi en compte l'environnement des individus, nous pouvons mieux comprendre leur situation et ainsi proposer des solutions plus adaptées et plus justes. Finalement, nous ne pouvons pas seulement mettre des pansements sur les difficultés et les défis que rencontrent les personnes à l'aide de dispositifs, d'aides financières, de programmes, mais nous devons agir aussi sur l'environnement pour un véritable changement social et socio-écologique.
Et s'il le faut, on se battra pour la défense des droits, pour la défense de nos droits. Avant de conclure, j'aimerais vous inviter à partager cet épisode et les précédents avec vos amis, votre famille, vos étudiantes et vos collègues. Je le répète, mais je suis vraiment fière du travail accompli, soit plus de 550 heures d'engagement pour me former, enregistrer, monter, promouvoir et diffuser les épisodes en tant qu'autodidacte. À ce sujet, je voulais rappeler que j'ai créé une cagnotte pour soutenir financièrement le balado pour cette saison 1 et peut-être me soutenir moralement. J'en fais rarement la promotion car je me sens toujours gênée parce que j'ai choisi de créer du contenu pour nous, pour vous, mais si le cœur vous en dit, j'ai fait un budget clair et détaillé sur les dépenses, hors temps de travail consacré au balado. Vous pouvez trouver les détails dans la description de cet épisode. J'aimerais terminer en vous donnant rendez-vous très bientôt pour une nouvelle saison, mais actuellement, je ne sais pas encore si je trouverai les fonds nécessaires pour la réaliser, ni si je pourrais consacrer assez de temps ou autant de temps pour une saison 2. En fait, je vais vous demander si vous avez des idées, je suis vraiment preneuse. Dans tous les cas, je vous invite vivement à me suivre sur LinkedIn, sur Facebook ou sur Instagram, suivre Expose ton travail social et vous obtiendrez toutes les nouvelles à ce sujet et si jamais il y a un nouvel appel à participation, ça sera diffusé sur mes réseaux sociaux. Encore un grand merci à mes invités et un énorme merci à tous pour votre écoute et votre soutien tout au long de cette première saison. Ensemble, faisons rayonner le travail social francophone et sensibilisons le plus grand nombre à son importance. Vous venez d'écouter un épisode du balado Expose ton travail social. Un podcast pour comprendre le travail social, vos voix rendent visible le travail social.